à tous. Vous pouvez prendre place. On va commencer notre table ronde. Moi, j'ai l'honneur de modérer ce panel que l'on va commencer. Je m'appelle Alice Antôme, je dirige l'école de journalisme de Sciences Po. Et à mes côtés, je vous présente complètement à droite Virginie Sassoon qui travaille au CLEMI, le Centre de l'éducation aux médias et à l'information. Bonjour Virginie. Juste à la gauche de Virginie, je vous présente Susanna Ziomeka qui arrive de Pologne. Elle est la créatrice d'un site qui s'appelle News Mavens qui publie chaque jour un récapitulatif des informations fait par des journalistes femmes dans toute l'Europe. Et enfin, Daniel Pseni, à ma droite, qui après 20 ans au Monde, 10 ans à Libération, est maintenant membre de la commission de la carte de presse des journalistes professionnels. Vous savez, cette commission qui attribue ou non cette carte d'identité pour les journalistes français. On va commencer tout de suite, si la traduction est bien opérante. Excusez-nous. Une petite seconde. Voilà. Justement, je voulais commencer avec vous, Susanna. Qu'est-ce que ça change que sur votre site, vous fassiez un récapitulatif des informations fait par des femmes? En quoi ça change le choix des informations que vous couvrez, le fait que ce soit réalisé par des femmes? C'est une très très bonne question. Et on ne connaissait pas la réponse à cette question quand on a commencé. Et c'était vraiment un projet qui a commencé parce qu'il n'y avait pas vraiment de représentation du point de vue des femmes dans les rédactions. Et on ne savait pas comment les hommes et les femmes donnent la priorité à différents types d'informations. Mais ce que l'on sait, par exemple à partir de la neuroscience et de la psychologie, c'est que les êtres humains sélectionnent l'information en fonction de leur propre biais, de leur propre personnalité. Il y a seulement 7 informations qu'on peut avoir dans notre cerveau à un moment donné. Mais il y a 11 millions de morceaux d'informations. Alors quelles sont ces 7 pieds? Donc je parle de la théorie de l'information et de la capacité cognitive. Donc il y a simplement 7 objets que l'on peut avoir à l'esprit à un moment donné. Des objets que l'on sélectionne et dont l'on se souvient. Et selon la théorie de News Mavens, eh bien, c'est ce que les femmes auront une sélection un peu différente de celle des hommes. Donc on a invité 30 femmes et journalistes de toute l'Europe et on leur a demandé si vous étiez des rédacteurs en chef, quelles informations vous mettriez à la une. Et pendant 2 ans, on a créé une une alternative pour l'Europe avec ces informations qui venaient des femmes. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a 2 différences. Alors l'une différence, c'est que les femmes font attention aux femmes et aux groupes marginalisés, les minorités. Et l'autre différence, c'est que les femmes s'intéressent plus, ou enfin ces femmes s'intéressaient plus aux personnes en dessous, à la base du triangle du pouvoir, et pas au niveau du niveau politique. La plupart des hommes s'intéressent aux décideurs en haut de la pyramide, alors que les femmes s'intéressent aux conséquences des décisions sur les personnes à la base. Comment est-ce que les décisions ont eu un impact sur les vies des individus? Et ça, c'est une différence importante. Justement, ce que vous avez découvert, c'est que les femmes, quand elles couvrent des sujets, s'intéressent plus aux femmes. Finalement, est-ce qu'on ne se remet pas dans un espèce de silo qui, d'une certaine façon, même si on pourrait riposter que c'est bien qu'on parle enfin des femmes, mais on rate aussi plein d'autres communautés et 50% de l'humanité.
Newsmaven n'avait pas pour but de devenir un empire, c'était une expérience dans le monde des médias et de l'information, et pour se demander ce qui se passerait dans les rédactions si les femmes étaient dans des postes de direction. Et donc l'objectif, c'est pas que les femmes remplacent les hommes. L'objectif, c'est de montrer que s'il y a des hommes et des femmes qui sont dans des postes de direction, eh bien, cela crée un paysage plus complet, une vision plus complète de ce qui se passe. Et si on s'intéresse au haut de la pyramide et à la base de la pyramide, eh bien, on a une vision plus complète. Ce que vous avez dit hier, c'est que les femmes parlent davantage des femmes, mais aussi des minorités, des groupes qui sont moins dans la lumière. Est-ce que vous avez des exemples récents à partager avec nous? Alors, je peux vous donner des exemples qui viennent de Pologne ou qui viennent d'autres régions d'Europe. Mais je pense que ce qui est plus utile de poser une question. Qu'est-ce que vous avez vu sur la une des journaux? Quand est-ce que c'était pour la dernière fois que vous avez vu une histoire à la une qui parlait d'une femme? Quand est-ce que c'était... Quand est-ce que vous avez vu une question de violence domestique, par exemple? La dernière fois que vous avez vu une très bonne interview d'une femme politique et de demander, où on ne posait pas de questions sur son apparence physique. Et alors, c'est la question sur les unes des médias français. Et alors pourquoi on n'a pas ça à la une? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes en charge dans les directions des rédactions. On va venir avec Daniel sur les chiffres et le portrait robot du journaliste professionnel français. C'est vrai que sur les 35 000 détenteurs de cartes de presse en France, l'homme blanc, 45 ans, de moyenne d'âge, travaillant essentiellement en Île-de-France, est le plus représentatif. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres éléments pour qu'on cerne un petit peu mieux le profil type du journaliste français? Je ne pense pas qu'il y a un profil type particulièrement, parce qu'il faut bien comprendre que la commission de la carte de presse n'est que le reflet de la profession. C'est les journaux qui font des demandes collectives ou individuelles pour les pigistes et pour toutes sortes de professions à l'intérieur des médias. Et donc, nous, on répond à des critères qui sont établis par la loi. C'est une loi de 1935, ça remonte à la création de la carte de presse. Et donc, à partir de là, il y a des évolutions sociétales, d'une certaine manière, ou sociologiques, après, selon comment les rédactions ou les journaux organisent même leur rédaction. Donc le reflet, il est de ce qui se passe dans la société surtout, quoi. Et dans les tableaux qu'on a là, pour la saison, si on peut dire 2018, les chiffres arrêtés à la mi-janvier donnent à peu près 35 000 cartes de journalistes actifs. Qui ont été délivrés, 35 000 cartes, dont la moitié, un peu plus de la moitié est accordée aux hommes et une petite 47% pour des femmes. Donc voilà, mais c'est selon des critères, il n'y a pas de quota. Donc il y a la question de la parité et puis il y a la question aussi des origines géographiques. Comme on le disait, en majorité c'est plutôt Île-de-France, c'est lié sans doute à l'implantation des médias. Or c'est vrai que la population française, elle est plutôt installée en région à 82%, donc on voit bien là aussi qu'il peut y avoir un écart entre la catégorie des journalistes et la catégorie de la population française sur aussi ce critère de l'installation géographique. Oui, l'installation géographique est encore une fois un autre reflet d'une partie du métier de journaliste. On sait très bien, effectivement, comme vous l'avez rappelé, que la plupart des rédactions sont installées en région parisienne, à Paris ou autour, et qu'il reste des grands groupes de presse en province qui emploient des journalistes, mais c'est là où se pose le problème, intervient le problème du recrutement, d'une certaine manière, où les patrons de presse sont responsables de ça, au moins dans les directions des journaux. Et donc, on ne peut pas imposer de savoir s'il y a plus de femmes, plus d'hommes, plus d'origine étrangère, entre guillemets. Et donc, nous, on étudie les dossiers, on voit, et c'est simplement selon les critères. Et effectivement, il y a des déplacements comme ça
pas de population, mais géographiquement sont installés différemment, et on est obligé, on n'en tient pas compte d'une certaine manière. Et les critères, c'est là où intervient un problème du statut de journaliste, tout simplement, de cette précarité qui s'est développée de plus en plus dans la profession, avec un changement total au niveau, par exemple, de l'informatique, du numérique, et de ce que ça entraîne pour la qualification même des aspirants journalistes ou des journalistes qui renouvellent leur carte tous les ans. Oui, c'est vrai que quand on regarde les chiffres et vous les voyez s'afficher sur les écrans, il y a beaucoup plus de pigistes parmi les détenteurs de la carte de presse qu'il y a 10 ans, et en plus moins bien payés. C'est la faute à qui ? Disons que pour être un peu radical, c'est la faute au patron de presse, puisque c'est qui embauche à des salaires beaucoup plus inférieurs à ce qui pouvait exister avant, mais sur une qualification différente. Et donc, nous, on ne juge pas par rapport au contenu, de savoir, c'est simplement sur les tâches rédactionnelles, mais on voit très bien qu'il y a à peu près une stabilité, une petite faiblesse sur les journalistes mensualisés. Bon, il y a une petite baisse, mais il y a une hausse absolument phénoménale, par exemple, sur les CDD et les pigistes. Et donc, et sur les chômeurs, alors c'est particulier parce qu'il y a une disposition au niveau de la carte de presse qu'un chômeur peut conserver sa carte de presse sur 2 ans. Enfin, il y a des dispositions qui sont faites pour que le journaliste puisse continuer à travailler ou à retrouver du travail. Mais simplement, le problème des CDD et des pigistes montre que la réalité journalistique, la précarité s'est installée dans cette profession et que ça pose un problème. On va dire la faute, bien évidemment, tous les journalistes veulent être payés beaucoup convenablement. Plus et convenablement. Mais là, je pense que, ça c'est un jugement tout à fait personnel, parce que la Commission, on a un droit de réserve et de confidentialité. Et donc, simplement, c'est qu'il y a des salaires qui sont indécents. Oui, il y a des salaires indécents, mais en fait, c'est un peu la double peine, puisque, imaginons, on démarre dans ce métier, on est payé en dessous de 560 € mensuels. On se présente pour essayer de demander une carte de presse professionnelle parce qu'on le fait, mais on a du mal à vivre de son métier. Et la commission de la carte peut vous répondre, non, on estime que ce n'est pas suffisant pour vivre de ce métier, donc on ne vous donne pas la carte de presse professionnelle. Et finalement, si je me fais l'avocat du diable, on peut se dire que des gens bien nés, qui peuvent se permettre de gagner que 560 € chaque mois parce qu'ils ont la chance d'avoir des parents qui leur ont légué un appartement, qu'ils n'ont pas de loyer à payer. Ils peuvent se permettre finalement d'exercer ce métier pour une somme quand même rikiki. Et paradoxalement, est-ce que ça, c'est pas un problème aussi pour la diversité dans la rédaction, parce que ça continue à faire que les catégories sociales supérieures, finalement, ont plus d'accès au journalisme par rapport à cette nécessité d'être rémunéré et de pouvoir payer son loyer à la fin du mois. Alors, c'est effectivement un problème. Encore une fois, la Commission n'en est pas responsable. Elle n'est que le reflet de ce qui se passe. Simplement pour rappeler un peu la règle, il y a un texte de loi qu'on doit appliquer avec des critères. Pour rappeler rapidement, c'est que pour pouvoir bénéficier de la carte de presse, enfin de la carte de presse délivrée, c'est la moitié du SMIC, enfin le gain pour un journaliste, sur 3 mois consécutifs, et qui permet de définir clairement les tâches que doit faire le journaliste. Alors, quand on fait la moitié du SMIC, ça ne fait pas beaucoup, y compris parce que les gens, comme on l'a rappelé tout à l'heure, les gens vivent à Paris, ou en région parisienne, enfin en Ile-de-France, avec des loyers très élevés, des prix de la vie complètement différents. Et donc, il y a la règle, et puis il y a ces exceptions. Alors, dans certains cas, même si les critères ne sont pas remplis, on peut estimer, au niveau de la commission de première instance, qu'un journaliste a besoin de cette carte de presse pour travailler, c'est-à-dire notamment les correspondants locaux qui sont sous-payés quand même. Il y a des salaires absolument incroyables qui sont pour des correspondants qui travaillent beaucoup. Bon, c'est un travail très important. Et donc on peut estimer que de délivrer une carte de presse peut l'aider à rentrer dans les stades, à faire les rubriques dont il a besoin et qui nécessitent un laissez-passer. Et donc il y a souvent des cartes de presse qui sont délivrées, même si les critères ne sont pas remplis, mais il y a une demande de vérifier l'année qui suit si c'est beaucoup mieux. Si ça a augmenté, oui. Voilà. Et ça peut peut-être aider quelqu'un qui commence ou qui est en effet à un salaire un peu faible,
pour renégocier avec son employeur? C'est le but, mais bon, pour résumer aussi, c'est que la commission elle est composée de 8 membres syndicales, d'organisations syndicales, et 8 membres de représentation de syndicats patronaux aussi. Donc la discussion, elle est paritaire, disons, et à partir de là, on peut être d'accord, mais simplement, encore une fois, par rapport au début de notre conversation, c'est que les salaires, c'est quand même les directeurs et les patrons de presse qui les fixent. Et donc, ils sont plutôt à la baisse, ils sont plutôt rabotés maintenant par rapport à une certaine époque qui était florissante, et donc qui pose un problème du statut même du journaliste, de pouvoir travailler dans des conditions correctes, de pouvoir être indépendant aussi, et pas dépendant simplement de son salaire qui lui oblige à faire beaucoup de choses qui ne sont pas des travaux de journaliste. Donc tout ça, c'est des considérations qui sont prises en compte, mais qui doivent avoir une discussion beaucoup plus globale sur le statut même du journaliste. Vous avez peut-être vu passer en janvier dernier le baromètre de la confiance dans les médias. C'est quelque chose qui est fait chaque année par le journal La Croix. Et c'est vrai qu'en janvier 2019, on a vu que les manifestations sociales, les gilets jaunes, ont creusé l'écart entre la population française et la représentation qu'elle se fait des journalistes. Je vous cite un chiffre, il y avait seulement un petit tiers des Français, 32%, qui se déclaraient satisfaits de la couverture médiatique réalisée à l'occasion de cette crise sociale. Et la moitié, 51%, la jugeait carrément mauvaise. Je reprends le qualificatif. Pourquoi, selon vous, peut-être Virginie ? Alors, pour expliquer cette défiance et ce mécontentement, ça prend ses racines évidemment dans une histoire, cette rupture de confiance. Nous, ce qu'on constate, parce qu'on intervient au Centre pour l'éducation aux médias auprès des plus jeunes, et que la défiance envers les médias et envers les journalistes, elle naît bien souvent d'une méconnaissance qui génère ensuite un certain nombre de satisfactions, mais méconnaissance du travail du journaliste, de ses contraintes. Et c'est vrai que quand les élèves, dès le plus jeune âge, rencontrent des journalistes, ont l'occasion de leur parler, que les journalistes peuvent témoigner aussi sur la réalité de leur métier, leurs contraintes, ça déconstruit tout un tas de stéréotypes et de fantasmes qu'il peut y avoir sur la profession. Nous, la semaine de la presse et des médias dans l'école, c'est un temps fort pour faire le lien entre l'école et les médias. 4 millions d'élèves sont mobilisés à cette occasion-là. Et c'est vrai que... Même en école maternelle, vous m'avez raconté intervient juste dès avant notre entretien. Dès l'école maternelle. Et ce que l'on voit à travers les témoignages des enseignants, des journalistes et des élèves, c'est que ça donne du sens, ces rencontres-là. Ce lien-là, il participe vraiment à une meilleure connaissance des médias. Et pour les journalistes, ça participe aussi à redonner du sens à leur métier en le transmettant, en expliquant aussi les valeurs qui guident leurs actions. Mais je crois que sur la question de la défiance et aussi de l'amélioration de la diversité des rédactions, il faut s'attaquer à la racine des inégalités. Et pour ça, il faut aller effectivement dans la ruralité, il faut aller dans les quartiers populaires, expliquer ce qu'est le métier de journaliste. Et par exemple, on peut saluer une initiative comme La Chance au concours, qui réunit 350 journalistes bénévoles, qui forment 80 étudiants boursiers, qui est une prépa gratuite au métier du journaliste. Et après, c'est très bien de former des journalistes boursiers. Et je sais qu'à Sciences Po également, vous avez fait tout ce travail-là. Mais après, il faut aussi que, effectivement, les dirigeants suivent et comprennent qu'une rédaction diversifiée, c'est une chance. Et c'est aussi un facteur de performance. Mais ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai que la question du salaire est toujours clé parce que La Chance au concours, qui s'appelle La Chance maintenant, qui s'adresse en effet aux étudiants boursiers, ça a lieu souvent les samedis et maintenant dans toute la France. À Sciences Po, je ne vais pas parler trop de ma paroisse parce que ça ne serait pas la séquence autopromo, mais on a entre 30 et 35% d'étudiants boursiers qui donc font leurs études pour 0 €. Ils ont même leur bourse du Crous qui est augmentée par Sciences Po pour leur permettre d'acheter des livres, aller au cinéma, pouvoir pas seulement être dans une salle de classe, mais aussi se cultiver. Mais après, l'intégration dans les rédactions, si le salaire ne suit pas et qu'en effet, on ne peut pas vivre de ce métier, voilà, c'est des efforts louables, mais qui peuvent, à un moment donné, se heurter au mur de voilà, je ne vais pas manger des cailloux à la fin du mois et il faut bien que je vive et de ce métier si possible, puisque c'est celui que j'ai choisi. Et c'est vrai que dans l'attractivité, même auprès d'élèves du plus jeune âge, je me demande comment on fait pour les motiver en leur disant finalement, c'est un métier passion, mais... tu ne vas pas gagner grand-chose, ou pas assez peut-être, pour vivre ce métier passion. Daniel ?
Oui, non, je voulais ajouter aussi que, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que pour obtenir la carte de presse, il faut justifier que 51 de ses revenus proviennent d'activités journalistiques. Donc il reste 49% qui peuvent être ailleurs, et donc qui permettent de compenser, et c'est un peu là-dessus que ça joue, qui est un peu compliqué, parce que 51% on peut l'avoir, mais à partir de quelle somme, et quelle somme décente en plus. Et donc après, est-ce qu'on est intermittent du spectacle, journaliste, enfin, comme ça peut se poser dans des professions comme ça, mais il y a quand même un accès qui est possible avec ces 51%. Quoi. Donc il vous reste 49% d'activités non journalistiques qui peuvent permettre de finir ces fins de mois, si je suis bien. D'ailleurs, vous m'avez gentiment fait passer une étude sur justement l'insertion des diplômés qui montre que toutes les tentatives qui sont réalisées par des journalistes, parfois au bout d'un certain nombre d'années, pour compléter leurs revenus, vous avez autour de vous des exemples de gens en fait qui ont fini par compléter leurs activités journalistiques avec d'autres rémunérations. Moi, personnellement, je connais l'inverse, c'est-à-dire des gens qui ont quitté la profession pour totalement. Totalement, qui sont partis pour être juristes dans la justice ou autre, et donc qui ont abandonné leur métier de journaliste. Et la raison était le salaire ou de la matière ? Le salaire, les conditions de travail et les conditions de faire du journalisme aussi, tel qu'on le fait maintenant. Parce que Virginie, ce que vous disiez, c'est finalement il faut rendre le métier plus attractif, ou en tout cas s'occuper de la représentation de ce métier dès le plus jeune âge. Le rendre plus attractif, je sais pas, oui. J'espère que tout va bien, je crois. Ça glisse la moquette. Le rendre plus attractif, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que les conditions de travail ne s'améliorent pas, et c'est ce qui explique aussi que les journalistes ont de plus en plus de difficultés à aller sur le terrain, parce qu'il y a cette précarisation, il y a ce manque de temps, il y a ce manque de moyens, et tout ça crée effectivement des conditions qui ne sont pas forcément très attractives, et même pour les journalistes, alors sans vouloir faire de généralité, mais même pour les journalistes qui ont le temps d'aller faire des reportages, parfois il y a déjà un angle qui est entre guillemets précommandé. C'est le sociologue Jérôme Berthaud qui en parle dans son ouvrage La banlieue du 20h, et sa thèse était intitulée La banlieue sur commande, c'est-à-dire que quand on est jeune journaliste et on va faire un reportage sur les quartiers populaires, on a déjà un certain nombre de stéréotypes auxquels on doit répondre, et ça crée aussi des distorsions, et ça questionne aussi les représentations, l'enjeu des représentations de la diversité. On a récemment célébré le président Jacques Chirac. Moi, je me rappelle qu'en 2005, après les émeutes, les révoltes urbaines, il avait appelé fermement les médias français à mieux refléter la diversité dans les médias. Un an après, on avait vu la nomination d'Harry Roselmack au JT de TF1. Moi, plus de 10 ans plus tard, j'ai fait une observation avec un étudiant de l'Institut français de presse de tous les JT du 20h de TF1 et de France 2. On a passé au crible 595 interventions. Résultat, 0 expert non blanc sur toute la semaine, ce qui est un résultat qui n'est pas une étude scientifique ou exhaustive, mais les résultats du baromètre du CSA le prouvent. Et ce manque de représentation, il tue des vocations. Pour finir, et avant de vous passer la parole, je vous propose à chacun d'entre vous, si vous agitez votre petite baguette magique pour essayer d'améliorer les choses, quelle idée, pour être constructif, vous pourriez proposer pour que les rédactions soient mieux, évidemment, diversifiées, que les sujets le soient aussi, pour mieux s'adresser et essayer de reconquérir la population française. Une idée. Non, s'il y a une idée, c'est que je pense qu'il faut se reprendre un petit peu au niveau des journalistes, qui est un peu plus de rigueur, d'imagination, et qui est moins de panurgisme du traitement de l'information. C'est-à-dire que là, on est pris dans une mécanique qui est un peu infernale de chaîne info, et les journalistes sont martelés, obligés de suivre, y compris de la part de leur direction de rédaction. Et donc, je pense qu'il faudrait un peu stopper ça, et rendre attrayante cette profession en disant on a de l'imagination, des angles, comme on dit dans les rédactions, qui permettent d'intéresser un lecteur, un spectateur, et s'il y avait, ça existe, je ne dis pas que c'est fini, mais c'est ça qui devrait faire rendre attirante cette profession.